Sommet des BRICS à Kazan. Poutine n'a pas eu ce qu'il voulait. Un échec cuisant pour la Russie. L'union dans la désunion. Un sommet des BRICS pour rien. Les BRICS, une association hétéroclite, etc. etc. Et ça c'est ce qu'on vous donne à manger dans les grands médias nationaux. Tragique. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Fruitien. Le Fruitien, c'est moi, Alexandre. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle de la Russie. La Russie d'aujourd'hui, dans toutes ses réalités, ses contradictions. La Russie, puissance clé en Eurasie. L'Eurasie, zone du monde qui sera la zone prédominante dans ce siècle. Et pour mieux connaître, pour mieux comprendre la Russie aujourd'hui, vous pouvez télécharger mon livre blanc. J'ai écrit un livre blanc gratuit qui décrit les réalités de la Russie d'aujourd'hui. Ça va beaucoup vous surprendre pour ceux qui ne l'ont pas téléchargé. Je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Téléchargez mon livre blanc sur la Russie d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, eh bien, je voudrais vous parler effectivement encore de la Russie, bien sûr, et vous parler du sommet des BRICS qui vient de se tenir à Kazan. Et je rigolais tout à l'heure en mentionnant les commentaires de la presse française, mais c'est vraiment ça en fait. Et je voulais vous faire part un petit peu de ce que moi je vois, de ce que moi j'ai compris, de ce que moi j'ai vu de ce sommet en étant objectivement en Russie déjà, mais surtout en regardant avec les yeux ouverts et pas avec des, je sais pas, avec un masque noir pour dormir dans les yeux. Donc en gros, sommet des BRICS qui clôture l'année de présidence russe des BRICS, 33 pays représentés, la Russie pays sous 20 000 sanctions, 22 000. 33 pays représentés, 24 chefs d'État, toutes les puissances dominantes économiquement actuelles en croissance et en réémergence. Il manquait que je crois que l'Arabie Saoudite. 13 pays qui acquièrent le statut de partenaire. Aujourd'hui la Russie c'est 9 pays, puisque l'Arabie Saoudite a formellement demandé de rejoindre, mais ils n'ont pas signé, donc c'est pas clair. 13 pays qui ont demandé de rejoindre, donc principalement des pays en Asie, tous les plus gros pays d'Asie, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, bon, en gros toute l'Asie quoi. Donc en gros les BRICS, ça devient l'Asie. L'Occident périclite, l'Asie émerge et ce sera le siècle de l'Asie. Et ça tombe bien, la Russie, c'est la puissance du nord-ouest de l'Asie et la puissance du nord de l'Eurasie. Donc un sommet des BRICS à Kazan qui a permis beaucoup de choses, notamment de régler le grand contentieux conflictuel entre la Russie et entre la Chine et l'Inde. Et ça c'est vraiment important, c'est quand même les deux grosses puissances des BRICS qui sont en contentieux militaire. Et là ce problème va être réglé, et ça, même si ça passe pas comme quelque chose de fondamental pour les Occidentaux, c'est fondamental pour l'Eurasie en fait. La deuxième chose, c'est que la Turquie, pays de l'OTAN, devient partenaire. Et ça, c'est une rupture fondamentale aussi. La troisième chose, c'est que, bien que c'était assez caché dans les commentaires de l'actualité française sur ce sommet, il y a des banques énormes internationales qui sont venues, comme la HSBC qui a signé un contrat pour rejoindre en fait le système de paiement chinois, le SWIFT chinois. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a beaucoup de fentes dans le système global qui sont apparues. Alors moi, qu'est-ce que j'ai vu de ce sommet des BRICS? Déjà, j'ai vu une victoire diplomatique russe totale, puisque j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur les deux grandes victoires de la Russie, victoire diplomatique et victoire économique depuis 2022. La victoire économique s'est confirmée, 3,5% de croissance en 2023, on va être à près de 4% en 2024. Donc victoire économique, mais surtout là on a eu la confirmation de la victoire diplomatique, c'est-à-dire qu'en fait la Russie n'est pas isolée, bien au contraire. Le monde entier, hormis l'Occident, veut venir en Russie, est venu en Russie et se rapproche des BRICS. Donc grande victoire diplomatique, c'est un sommet qui a confirmé l'immense victoire diplomatique de la Russie contre l'Occident. La deuxième chose, c'est que tous les pays qui sont venus en fait, donc à leur rythme, un rythme plus lent que beaucoup de gens attendent certes, tous ces pays sont en train de se rassembler, de se regrouper. Alors, sous quelle forme pratique ça va être fait, ça va fonctionner, c'est encore pas clair, on ne le sait pas. Mais c'est en cours d'élaboration. Et on parle de 60% de la population du monde. Donc on parle de la majorité démographique tout simplement, la majorité globale, la majorité silencieuse, la majorité globale comme disent les Russes.
Et ça, c'est quelque chose d'inévitable parce que la démographie, c'est quelque chose d'inévitable. Voilà, donc les grosses zones du monde, les zones en croissance démographique, Vietnam, Indonésie, Inde, tout ça, ça va rejoindre les BRICS. Nigeria pour l'Afrique. Et c'est là que ça va pousser, c'est là que ça va se passer. Donc la majorité globale, ce qu'on appelle parfois le Sud global, contre l'Occident collectif, la majorité démographique, surtout anthropologique, c'est là que ça va se passer. Et ces pays rejoignent les BRICS. Et ces pays, il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas tous ils ne sont pas tous totalement sur la même longueur d'onde pour tout. Ils ont des conflits, ils ont des contentieux, ils ont des relations complexes. L'Inde s'inquiète que le Pakistan rejoigne parce que le Pakistan est trop proche de la Turquie. Il y a le Brésil qui a bloqué le Venezuela. Donc il y a plein de choses encore à faire. Ça s'appelle les relations internationales, c'est compliqué. La conception du monde qu'ont les Occidentaux des relations internationales, c'est l'Amérique décide et les Européens s'exécutent. Mais c'est parce que les Européens sont des larves. Les élites européennes sont des élites larvées soumises. Dans le reste du monde, c'est pas ça. Un pays normal, il a des élites, elles sont relativement souveraines et elles ont leur vision du monde. On m'a dit, mais pourquoi la Turquie, qui est membre de l'OTAN, va rejoindre les BRICS? Mais la Turquie, elle voit que ses intérêts, c'est peut-être de se rapprocher des BRICS, elle va le faire. C'est aux BRICS après de mettre un cadre clair à des pays membres de l'OTAN qui voudraient rejoindre l'organisation. Donc ça, c'est secondaire. Voilà, donc le monde des relations internationales va être compliqué et le monde des BRICS, à mon avis, il représente exactement ce monde des relations internationales complexes, un monde extrêmement varié, un monde divers. C'est le monde divers, c'est pas le monde diversitaire gauchiste français, c'est le monde tel qu'il est anthropologiquement, ethniquement, religieusement. D'ailleurs, le sommet des BRICS s'est tenu en Russie, dans une région musulmane, un sujet musulman de la Fédération de Russie, le Tatarstan, qui, la Constitution interdit au sujet de la Fédération de Russie d'avoir une diplomatie propre, mais certains en ont, en filigrane, en toile de fond, en tâche de fond. Le Tatarstan en a notamment vers le monde musulman. La Russie est puissance islamique, elle est membre de l'Organisation islamique mondiale, donc l'Organisation de la coopération islamique, donc il faut bien comprendre cette dimension-là qui fait qu'elle joue cette carte en fait pour parler au Sud global. Donc un sommet où diplomatiquement victoire russe, un sommet où globalement on a vu que le monde entier, à mon sens, moi, est en train de doucement, lentement, mais sûrement se rapprocher, se regrouper autour des BRICS. Et je voudrais là-dessus revenir parce que j'ai lu beaucoup de commentaires sur internet en me disant oui mais c'est non, mais il n'y a pas eu, ils n'ont même pas mis en place un système de paiement, il n'y a pas eu de nouveaux membres. Tout le monde rêvait un peu, hop, ils sortent un Swift BRICS, tout le monde rejoint les BRICS et ça fonctionne comme ça. Oui, ça ne marche pas comme ça en fait, ça ne marche pas comme ça. Alors sur les nouveaux membres, faut comprendre quand même que c'est des pays très divers, très variés économiquement, très divers en taille, très peu unifiés. L'Union européenne, ça a été une espèce d'organisation qui a finalement inspiré des puissances extrêmement similaires, communes, unifiées, nivelées, médianisées sur le plan culturel, civilisationnel, sur le plan économique, etc. Donc des diapasons de différence qui étaient assez faibles. Là, on parle de l'Inde, de la Malaisie, de la Russie, de Cuba, d'Éthiopie. Il y a des diapasons de complexité, mais fondamentaux. Donc on ne peut pas adhérer comme ça et ça marche et tout va bien. Il y a des différences énormes, il y a des problèmes de gestion de population, de migration de population, d'établissement de règles migratoires, d'établissement de règles économiques. Tout ça est très compliqué. Et on ne parle pas de faire regrouper 300 millions d'habitants, là c'est 3,5 milliards. Donc ça ne peut pas se faire comme ça sur un coup de tête. Et surtout la logique des BRICS, c'est en fait une logique qui est très différente de la logique qu'ont eu les Occidentaux et qu'ont eu les Américains. C'est qu'en fait, la logique des BRICS, c'est la relation, le partenariat bilatéral avant tout. Donc le partenariat bilatéral, le partenariat stratégique, économique bilatéral avant tout. L'impulsion, c'est la Chine avec les routes de la soie. Et ensuite, le moteur économique, c'est des BRICS, c'est la Chine. Et après, le moteur politique, on va dire, c'est la Russie. Pour l'instant, ça marche comme ça. Et l'Inde a un rôle intermédiaire, mais qui sera sans doute croissant. On va arriver à un triangle Russie, Inde, Chine, de toute façon, pour le pilotage des BRICS. Donc, le mode opératoire des BRICS, c'est des partenariats économiques. Okay, c'est en fait d'augmenter on va dire une forme d'intégration économique et d'augmenter les échanges financiers et économiques bilatéraux entre les pays.
Ça, c'est la première chose qu'il faut garder en tête. La deuxième chose sur la finance. Aujourd'hui, le monde est en train de sortir d'une séquence, on va dire, dominée par les Occidentaux, qui a vraiment émergé en 91 après la fin de l'URSS. La transition, elle va être longue et difficile, moi je pense. Et sur la dimension de puissance financière, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le monde entier commerce par SWIFT. Et on a vu que la Russie a vu certaines de ses banques déconnectées de SWIFT et ça crée un vrai problème. La Russie a mis en place un système de paiement intérieur qui permet à la Russie de, on va dire, rattacher des établissements financiers ou des banques étrangères à ce système sans que ça passe par SWIFT. Mais on a vu aussi que ce système a été mis sous sanction, que donc il y a énormément de banques qui étaient connectées au système MIR notamment, et à son système de déploiement international, qui se sont vus à l'étranger, qui se sont vus obligés, de par la peur des sanctions, de s'auto-déconnecter de ce système en fait. Et en fait, il faut savoir que les systèmes comme ça, les systèmes on va dire qui pourraient être indépendants de SWIFT techniquement, il y en a plusieurs. Il y en a au Japon, il y en a en Inde, il y en a en Chine. D'ailleurs, la Chine et la Russie ont lancé leur système en même temps en 2014-2015. L'Inde avait lancé le sien en 2007, mais il y en a aussi au Japon, il y en a en Iran. Mais en fait, comment ça marche? Ça marche pas de façon, on va dire, totalement autonome. Ces systèmes de paiement, en tout cas pour le système chinois, ils sont encore en grande partie dépendants de SWIFT. Par exemple, quand une banque en Chine veut faire un virement en Russie, elle peut faire des virements directement avec la Russie, mais en général, elle passe par SWIFT. C'est-à-dire que Bank of China fait un virement, ça passe par SWIFT et après ça va dans une banque russe. Ça marche comme ça aujourd'hui. C'est pas nouveau, hein. Ça marche comme ça. Et qu'en fait, la déconnexion des systèmes autonomes de paiement chinois, indiens, etc., et leur sortie totale de la boucle SWIFT, elle est aujourd'hui pas possible. Elle n'est pas possible parce que ce serait une déclaration de guerre économique et que ces pays, la Chine notamment en tête, elle est très dépendante des échanges avec les États-Unis et donc des virements qui passent par SWIFT. Donc en fait, tant que le volume d'échanges qu'elle aurait avec des systèmes complémentaires type indien ou russe ne serait pas colossaux, elle ne peut pas se permettre de prendre ce risque. Et donc c'est pour ça qu'il y a des étages, il y a des banques qui sont connectées directement à des banques russes, c'est pareil en Inde, c'est pareil en Iran, il y a des banques en Afrique connectées au système chinois qui ne passent pas par SWIFT, il y en a en Amérique du Sud. Tout ça c'est à différents étages et c'est très complexe. Aujourd'hui le système chinois est le plus poussé, c'est le plus gros. Système financier chinois, il pourrait techniquement marcher sans SWIFT, mais les Chinois n'ont aucune raison de faire ça. Aucune. Donc l'idée des BRICS, c'est pas aujourd'hui de faire un analogue de SWIFT. Ils ont d'ailleurs, il y a 10 ans, j'avais donné une interview à Stratpol en expliquant ce que c'était que le nouveau système de paiement, la carte MIR, etc. Et j'avais expliqué qu'en fait, l'objectif des BRICS n'était pas de créer un analogue de SWIFT, pas du tout. C'était de peu à peu développer et augmenter les échanges entre les pays en monnaie nationale, que ça passe de plus en plus sans SWIFT, lentement mais sûrement, et peu à peu d'arriver à inverser un rapport de force pour contraindre les Occidentaux, non pas à se déconnecter complètement de ces systèmes de paiement nouveaux, mais à accepter de collaborer avec. Donc en gros, de déplacer les centres de puissance financiers qui sont aujourd'hui en Amérique par SWIFT, et en Occident, de les déplacer et de les blockchainiser, en fait, de les éclater, d'en avoir partout, de faire un maillage beaucoup plus complexe, et que SWIFT, en fait, continue d'exister, pourquoi pas, mais soit une partie du système, et ne soit pas la partie dominante par laquelle les autres pays des BRICS soient contraints de passer. Et 10 ans plus tard, avec le sommet de Kazan, on voit que c'est ce qui est en train d'être fait. C'est-à-dire que la déclaration de Kazan, elle impose qu'en fait, les pays des BRICS fassent de plus en plus d'échanges en monnaie nationale, donc ça va entraîner de facto une forte dédollarisation et de facto, à terme, un affaiblissement de SWIFT, puisque sans doute le volume d'échanges directs va croître et passera de moins en moins par SWIFT. C'est pas quelque chose comme ça à se faire en un claquement de doigts, hein. Non, les rapports de force sont lourds, ils sont inertiques, ils sont gros, et donc c'est complexe. Et les BRICS voient le temps très long. Nous, les Occidentaux, on regarde ça avec une vision du temps très court. Surtout les commentateurs français sur la Russie, hop, ils pensent que comme ça, le sommet se fait, le SWIFT des BRICS sort et tout est réglé. Ça marche pas comme ça. L'économie réelle, c'est un peu plus compliqué, et donc ça marche pas comme ça. Et aujourd'hui, la dépendance, entre guillemets, économique de pays comme la Chine, donc de pays clés, le moteur économique des BRICS avec l'Occident, elle est quasiment totale.
Donc vous imaginez bien qu'ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied, les Chinois, et tout couler. Ça ne marche pas comme ça. Les Russes le savent, et donc c'est pour ça que la progression de l'indépendance financière, la dédollarisation, elle est constante. Elle est lente, constante, mais certaine. C'est quelque chose qui verra le jour, et sans doute dans peut-être 5 ans, 10 ans, on verra un Occident qui demandera à se connecter au système de paiement au pluriel chinois, russes, indiens, qui eux seront beaucoup plus interconnectés, beaucoup plus indépendants, qui travailleront beaucoup plus en bilatéral en échange de monnaie nationale, et donc les Occidentaux seront contraints de s'y rejoindre. Voilà, donc ça c'est pour affaiblir la domination en fait, du dollar, principalement, puis de l'euro dans les échanges internationaux, mais surtout du dollar. Voilà, donc un sommet à mon avis assez réussi. La déclaration de Kazan en 12 points, je l'ai publié sur mon blog alexandredatsa.ru, vous pouvez la regarder, hein, tous les points. Il y a un rejet des sanctions, il y a une volonté d'augmenter les partenariats bilatéraux, il y a une volonté de dédollariser, il y a une volonté de structurer l'accueil des nouveaux membres. Donc en gros, c'est beaucoup de bonnes nouvelles. C'est beaucoup de bonnes nouvelles, les choses vont à leur rythme, mais les BRICS ont leur rythme. Ils ont leur agenda, c'est ça qu'il faut observer. Les moteurs des BRICS, c'est la Chine, la Russie et bien sûr l'Inde. C'est le triangle eurasiatique, donc c'est pour ça que je vous disais que c'est là que tout va se passer dans ce siècle. Voilà, c'est l'automne à Moscou, vous voyez derrière moi. Les feuilles jaunes. C'est beau, hein? Mais il fait super beau. Il fait super chaud, paradoxalement, il fait 8 degrés, 10 degrés. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui, une vidéo sur les BRICS, un sommet des BRICS à Kazan réussi. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, suivez-moi sur Telegram où je publie beaucoup d'infos sur la réussite d'aujourd'hui. Et vous pouvez télécharger mon livre blanc gratuit sur la réussite d'aujourd'hui. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.